Marion. Merci Marion. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la journée numéro 2 du volet pro qui s'intitule Connecter les savoirs, inventer de nouveaux récits. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à des organisations, des gens, des initiatives, des pensées aussi qui essaient de réinventer le monde ou de le faire un petit peu mieux ou d'ajouter une note positive dans le monde dans lequel on est. Puis pour commencer cette fabuleuse journée, j'aimerais vous inviter à écouter aujourd'hui 3 personnes vraiment fabuleuses qui inventent par des structures, des organisations, une nouvelle façon de donner, de faire un pont entre le monde et les artistes, le monde et l'art, puis vraiment de supporter la culture. Donc le titre de cette rencontre s'appelle Ensemble, de la nécessité d'imaginer de nouvelles structures pour les arts. Et puis, rapidement, je vais vous présenter les biographies de ces 3 personnes fabuleuses. Et ensuite, ils vont aussi faire la présentation de leur organisation. Ensuite, je vais aller vers les questions. Je vais essayer de garder ça un peu ouvert. Question que si vous avez des questions aussi, levez la main, faites-moi signe. Puis ensuite, je vais vous passer le micro. Donc, premièrement, à mes côtés, Émile Beauchemin. Vit et travaille à Québec. Il reçoit son diplôme du baccalauréat en théâtre de l'Université Laval au profil mise en scène en 2015. Dès le début de ses études, il rassemble des artistes à travers la mise en place d'événements culturels pour la relève. Il cofonde et coordonne le Festival de théâtre de l'Université Laval et le BAM. Émile fonde les 2 compagnies, le Théâtre Astronaute, Astronaut Theatre, et Joker Joker, où il œuvre à titre de co-directeur artistique et général. Depuis 2018, il est commissaire du Mois Multi. Et plus récemment, il cofonde La Charpente des Fauves, dont on va parler aujourd'hui, un lieu d'accueil pour les créateurs et créatrices émergentes et émergents ou établis, qui porte à ébullition des processus de recherche, d'exploration et de dépassement des frontières disciplinaires. Décidé à mettre en valeur une pluralité de voix, La Charpente des Fauves est un point de rencontre pour les artistes de tout horizon et leur public et se positionne comme un nouvel espace d'effervescence pour les arts vivants à Québec. Ensuite, Alexis Bellavance est un artiste pluridisciplinaire basé à Montréal. Ses travaux parfois bruyants, parfois silencieux, sont des observations très concrètes de ce qui l'entoure. Les œuvres qu'il réalise sont autant de résultats empiriques qui émergent de l'attention qu'il porte au réel et à certains de ses accidents. Alexis Bellavance est également co-directeur des ateliers Belleville avec Jonathan Villeneuve depuis leur fondation en 2015. Récemment, en faisant l'acquisition collective du 545 rue Legendre-Ouest à Montréal, Atelier Belleville et ses partenaires sécurisent à perpétuité l'accès de plus de 50 000 pieds carrés d'espace adaptés et abordables, élément nécessaire au développement des pratiques artistiques indépendantes. Ce faisant, contribue au développement d'outils et de processus qui facilitent et encouragent l'accès à la propriété collective d'espaces d'ateliers d'artistes, tout en permettant d'établir des collaborations et des partenariats entre les intervenants de divers milieux. Finalement, Annick Fauquier est basée à Anvers, en Belgique. Elle est fondatrice de Berserk Art Agency et est une commissaire d'exposition. Dans son travail, elle s'intéresse à la définition de la politique telle que proposée par la philosophe germano-américaine Hannah Arendt. Elle s'intéresse à la création d'espaces publics d'interaction et de discussion où l'art et un public diversifié peuvent entrer en dialogue, permettant et embrassant l'inconnu. Berserk, je vais te laisser te le dire mieux que moi, là, je suis désolée. Berserk Art Agency est une plateforme de connexion nomade établie en 2014 pour les arts visuels et médiatiques. Berserk Art Agency ne représente pas seulement une sélection d'artistes visuels, mais crée également un environnement de production favorable pour les artistes avec lesquels nous collaborons et les organisations que nous gérons. Donc, sans plus tarder, la présentation de La Charpente des Fauves. Alors, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir ce matin de vous présenter notre petite charpente des fauves. C'est un projet qui, je ne sais pas si la vidéo va partir, mais un moment donné, j'imagine. Je vais commencer, puis ça va partir un moment donné. C'est pas très long. Donc, le projet a débuté en juin 2020. Donc, ça fait bientôt 4 ans que la Charpente des Fauves existe. C'est un projet qui a été cofondé avec Geneviève Caron et David Boily. Donc, on était 3 instigateurs au début. C'est essentiellement un bâtiment de 14 000 pieds carrés environ, avec différents espaces, donc des ateliers d'artistes, une boîte noire, un petit espace de galerie, un hall où on a des événements, et se veut, à son initiation, vraiment un lieu qui est un incubateur, un lieu de création pour les artistes de toutes disciplines confondues de la ville de Québec.
c'est né surtout d'une nécessité au début d'offrir ce type d'espace-là parce qu'on reconnaissait un manque et on avait envie d'offrir des espaces de création à des artistes de toute discipline. Donc, on fait très, très peu de discernement, que ce soit des artistes en art visuel, vivant. Tout le monde est bienvenu. On a nos principaux espaces à la Charpente de diffusion, je dirais, je les nommerais de même, sont notre petite salle, la salle Simon Drouin, la boîte noire, notre galerie, la galerie Fauve, on va peut-être trouver un nouveau nom, et la façade Fauve, qui est notre nouvelle façade numérique qui est sur le mur du bâtiment principal qu'on a instauré à l'automne dernier. Je dirais que dans les dernières années, ce qu'on a fait beaucoup, c'était de l'accueil d'événements, de la location, présenter quelques événements sporadiques. On a testé des formules aussi de présentation d'événements, de production d'événements qui étaient nos 5 à terre, entre autres, qui étaient en fait un test en vue d'une programmation éventuelle. Je vais y venir plus tard. À tout moment, à la Charpente, on accueille, je dirais, une trentaine de travailleuses, travailleurs autonomes qui sont soit là en tant que travailleuses, travailleurs autonomes indépendantes ou en tant qu'organisme. Les organismes qu'on accueille principalement sont le Pieux et Kinomada. Voilà, cette année, on a rajouté nos 2 premiers employés, donc c'est une grosse étape pour nous, des personnes qui viennent nous appuyer au niveau technique, Émile, et à l'accueil, Kim. Ça, c'est tout nouveau. Mais malgré le fait que notre structure, on a pu accueillir ces personnes-là, on est dans des réflexions un peu plus atypiques pour faire vivre les espaces, c'est-à-dire des responsables d'ateliers qui prennent soin de notre atelier de sérigraphie, de notre atelier de bois, à qui on offre des espaces, donc c'est des échanges de services, mais qui, en échange, gèrent les espaces avec nous, les réfléchissent, on les réfléchit dans le temps à court, moyen et long terme avec elles et eux. Je dirais que nos autres espaces qu'on offre, on a un studio de son, un petit atelier de menuiserie, un espace de sérigraphie qui commence à prendre doucement forme, un studio de montage qu'on a mis en place avec Kinomada et aussi des espaces de répétition. La force, je dirais, de la Charpente, c'est d'offrir nos espaces à tarification variable. Donc, on est capable autant d'accueillir des artistes émergents, émergentes à très, très bas frais, mais on accueille aussi des organismes plus institutionnels, comme le Trident, l'Abordé, le Bois Multi aussi, dans le cadre de leurs activités. Donc, ça permet un équilibre et la répartition, en fait, de nos ressources à cet égard. Dans la dernière année, on a accueilli... J'ai de la misère, mon Dieu. Prendre un petit peu. La fatigue du festival, hein? Dans la dernière année, on a accueilli des compagnies résidentes. Donc, c'est un nouveau modèle qu'on teste, des compagnies résidentes à moyen terme, je dirais. Ce n'est pas indéfiniment accueilli pour toute la vie. Mais on a Vénus à vélo, La Bouche, la Machine, La Grosse Affaire, qui produisent tous des événements chez nous à différents égards. Nouvellement, à l'Est de vos empires, L'Écoute aussi. Et on accueille aussi le danseur et artiste multidisciplinaire Fabien Piché. Le modèle financier de la Charpente est très étrange, hybride. On reçoit quelques subventions pour l'instant de la Ville de Québec qui nous permettent de rouler des projets spécifiques, mais autrement, 85 % de nos revenus sont autonomes. On fonctionne avec de la location d'espace, la location d'équipement et beaucoup de financement privé, qui est une expertise que je suis quand même très fier de dire qu'on a développée dans les dernières années, qu'on a poussée. Et aussi à travers des campagnes de sociofinancement. L'an dernier, en collaboration avec Maureen Roberge, qui a mené la campagne de sociofinancement d'une main de maître, on a atteint notre objectif de ramasser 50 000 $, donc de la communauté autour de nous. Mais on a aussi accumulé à ce jour 102 000 $ en financement privé de différentes sources. Donc, quand même une fierté qu'on a de pouvoir, d'avoir créé ce réseau-là, de l'entretenir, d'en prendre soin. Nos projets futurs pour la Charpente, c'est d'instaurer dès le mois de septembre un membrariat qui va offrir différents espaces, différents avantages. On a un projet à plus long terme qui serait l'agence Fauve. Je le drop dans l'univers parce que je le dis de temps en temps, puis des fois, ça fait des petits. L'idée d'un café-théâtre aussi qu'on mettra en place dès le mois de septembre prochain dans notre hall. Donc, un tout petit espace de diffusion qui permet de la diffusion ultra spontanée, rapide. C'est beaucoup les besoins qu'on ressent dans notre communauté. Et aussi notre première programmation
2024-2025 qu'on va lancer au mois d'août. Donc, qui va être composé de sorties de résidence, d'événements, de résidences dans notre galerie, d'une programmation pour la façade fauve à l'avant, mais aussi des événements et des commissaires invités tout le long de l'année, des personnes qui vont programmer des événements, autant pour les personnes plus jeunes, les publics plus jeunes, que des publics de tout public. Voilà. Donc, voilà, je commencerai avec ça. Très excitant, n'est-ce pas? On va laisser la parole maintenant à Alexis Bellavance pour les ateliers Belleville. Salut, ça marche? Ouais. OK, cool. Il y a un slideshow qui va commencer. Voilà. Donc, oui, merci. Tu as présenté des ateliers à ma place. Je sauve 30 secondes, donc je vais passer à la slide suivante. Les ateliers Belleville, c'est une histoire assez fantastique qui est partie humblement en 2012 lorsque moi et mon partenaire de toujours, Jonathan Villeneuve, avons loué un 2000 pieds carrés dans un garage sur la rue Waverly à Montréal. Jonathan venait de se faire mettre à la porte de son atelier, ce qui était le début d'une grande et triste aventure de la crise des ateliers à Montréal, où au-dessus de 200-300 artistes ont perdu leur atelier durant les années à cause du développement immobilier puis tout ça. Donc, on s'est installé sur Waverly, puis très rapidement, on a réalisé qu'avec l'espace qu'on avait, on pouvait... on trouvait ça un peu ridicule dans des contextes d'atelier que chaque personne ait son banc ici dans son atelier, qu'on travaille tout en vase clos, puis tout ça. Donc, on a commencé à développer l'idée d'avoir des outils en commun. On s'est installé là-bas. Donc, la première image qu'on voit ici, il faut vraiment que j'aille vite, parce que ça fait 10 ans quand même. Ça en est passé des choses, mais ça a été notre premier woodshop qu'on partageait avec d'autres artistes, donc où on louait des benches. Comme vous pouvez voir dans cette image-là, tu peux passer à l'autre image. Et on a commencé à ce moment-là à développer des ateliers où l'idée de base était d'être autonome dans notre production. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'aller à l'extérieur. Donc, rapidement, ça s'est développé, puis on a constaté que c'était des besoins que beaucoup d'artistes avaient. Donc, on a commencé à être serré dans notre 2000 pieds assez rapidement. C'est à ce moment-là qu'on passe à la prochaine slide. Ah oui, ça c'est avant, oui. Ça c'était la partie Metal Shop de notre premier atelier, donc qu'on a développé dans le temps aussi. Donc tout ça, c'est dans le premier espace qui a été loué. Ensuite, on est allé louer un 4000 pieds de plus, donc on a passé à 6000 pieds carrés, puis graduellement, notre communauté s'est agrandie. Donc tu peux passer à l'autre slide. Donc, graduellement, on a développé ces différents ateliers-là pour répondre à différents besoins des artistes qui étaient avec nous à cette époque-là. Ce n'étaient pas des membres, c'était vraiment des artistes avec des bails. Et tu peux passer à l'autre slide. En fait, c'est des images d'ateliers que vous allez voir majoritairement. C'est un peu ça, notre mandat, de fournir des ateliers. Donc, c'est ce que je montre. Voici la vue Est-Ouest. Donc, graduellement, c'est ça, on s'est installé. On a été là presque, ça va faire 10 ans qu'on est là-bas maintenant, mais évidemment, la vague repasse, la bâtisse est vendue, et 6 mois après, on se fait dire qu'il faut qu'on parte. Donc, c'est une histoire qui se répète beaucoup. Les gens qui ont des ateliers, c'est quelque chose qui se répète. On passe autant de temps à refaire à nos frais des lieux de création après avoir été utilisés souvent par la ville comme agent gentrifiant pour revitaliser des quartiers qui en ont un peu besoin. Donc, c'est bien malgré nous. Donc, quand on s'est fait dire de s'en aller de là, on s'est fâché. Puis, à ce moment-là, il y a beaucoup d'autres gens aussi qui se faisaient foutre à la porte de leur atelier. Il y a la fameuse histoire du 305 Bellechasse, entre autres, qui est une bâtisse mythique qui se sont fait sauvagement foutre à la porte. Donc, on a parti un mouvement, genre de lobby, en fait, qui s'appelait Nos Ateliers à l'époque, pour faire pression sur les gouvernements, différents paliers, pour développer, aller chercher de l'argent pour essayer de trouver des solutions
pour pérenniser des ateliers d'artistes. Et en même temps, on était sur un autre front, entre autres financé par l'argent qu'on a réussi finalement à faire débloquer au MCC puis à la ville. Pour pouvoir, tu peux passer à l'autre slide même. Ça, c'est la bâtisse qui a été vendue. C'est là où on est, en fait. Sur Waverly, c'est la partie où on est. Tu peux passer à l'autre. À force de travailler, justement, ensuite, quand on a su que notre vie était, cet atelier-là était en jeu, on s'est mis à travailler, finalement, à aller chercher les financements pour faire l'acquisition d'une bâtisse. Parce que la solution, on n'en voit pas d'autre que ça. Donc, il faut trouver des moyens d'aller chercher de l'argent pour pérenniser pour toujours des ateliers d'artistes et arrêter de recommencer toujours la même histoire tout le long de notre vie. Je veux dire, c'est un pourcentage du temps qu'on met entre les demandes de bourse puis ce qui reste pour créer de l'art. Quand on est tout le temps en train de gérer, à essayer de trouver des nouveaux espaces, puis à monter des nouveaux projets pour pérenniser les espaces d'atelier, ben c'est ça. La solution qui était évidente pour nous, c'était l'acquisition. Malheureusement, l'argent qui a été qui est fourni par les paliers de gouvernement, ce n'est pas pour l'acquisition. Donc, il faut trouver d'autres solutions pour acheter. Donc, on a de l'argent pour rénover, mais on n'a pas d'argent pour acheter. L'argent pour rénover, ça va dans les poches à qui? Ça ne va pas dans les poches des artistes. Ça va dans les poches des propriétaires. Donc, vaut mieux être propriétaire. Hein. Tu peux aller à l'autre. Donc, ça, c'est nos nouveaux espaces. C'est des images en vrac, des ateliers. On est en phase intérimaire en ce moment. On est en train de développer les espaces. Ça a fait 1 an qu'on est là en décembre. Donc, on apprend à vivre dans l'espace, mais il y a des rénovations majeures qui s'en viennent. Donc, on ne peut pas trop investir les trucs. Mais entre-temps, on développe différents comités. On a développé un membership. Maintenant, on travaille avec des membres. On est rendu à 90 membres, là, dont à peu près 75 personnes sur Chabanel, dans la bâtisse qu'on a achetée. Donc, tu peux aller à l'autre slide. C'est des ateliers partagés comme ça. Les gens s'installent. Il y a des outils en partage, mais il y a aussi des espaces réservés pour chacun des membres selon leurs besoins. C'est beaucoup à l'initiative des membres aussi. Oui, eux apportent certains outils. Nous, on en fournit. Au final, tu peux aller à la prochaine slide. Des exemples de comités, de workshops, de formations qu'on offre selon les besoins, les demandes de nos membres. On est beaucoup à l'écoute de ça. Donc, on organise des comités. On a beaucoup de chiens aussi chez nous. Ça, c'est Pepper, bien gentil. Tu peux passer à l'autre. Donc, on a commencé aussi à avoir une programmation. Ça, c'est un autre phénomène qu'il y a à Montréal. Je ne sais pas s'il y a ici à Québec aussi, mais les salles de spectacle, il y en a de moins en moins. Ça ferme. Donc, nous, on a l'avantage d'être dans un sweet spot où on peut vraiment faire du bruit. Il n'y a pas un chat qui nous entend. Donc, ça, c'est vraiment fantastique. Ah ouais, non, c'est pas votre cas, hein? Eh, boy. Non, c'est ça. Non, chez nous, c'est génial. C'est un quartier industriel. Donc, puis ça tombe bien parce que j'ai un maudit gros système de son. Donc, on a développé aussi une série de spectacles en art audio, développé avec Éric Dorion, entre autres, que beaucoup de gens connaissent ici. Des expositions, un charmant marché de Noël qui a eu lieu décembre dernier. On peut passer à l'autre slide. Donc, performance, installation, ça, c'est Myriam Blot puis Lucas Paris. Des expos d'étudiants, de danse. Donc, on essaie vraiment de ratisser large. Le but, en fait, c'est qu'en ce moment, les artistes occupent peut-être 50 de la bâtisse. On a un autre 50 qui n'est pas investi parce qu'il va falloir bouger nos artistes pendant les rénovations. Donc, ces espaces-là qui sont immenses, c'est des espaces de 5000 pieds, 4000 pieds. On les active le plus qu'on peut avec les membres, les idées qu'ils ont, mais aussi nos comités de programmation puis tout ça. Donc, on essaie de travailler ces espaces-là le plus possible. On habite la place, puis c'est vraiment... ça fait vraiment plus que 3 minutes que je parle. Oui. Oui, puis il faut laisser un petit peu de voix pour Anouk aussi. Non, mon Dieu, désolé. Slide. Ça, c'est la dernière image, en fait. Attends, tu peux montrer la dernière image. C'est un rendu qu'on a fait
ce que ça va devenir. Donc, il y a un projet de salle de diffusion sur le toit avec des serres. Puis, donc, ça, c'est dans 2-3 ans là, qu'on va être rendu là. Donc, vous êtes tous les bienvenus. J'arrête. Merci, Alexis. C'est vraiment, vraiment super. Maintenant, à toi, le temps file, hein? Donc à toi, Anouk. Je parlerai pas plus entre les deux. Well, I anticipated actually on that because my presentation is under 3 minutes. Maybe subconsciously, I already prepared on that. Well, there should be a presentation. I'm sorry, I'm going to speak in English to stay into the time, actually. Yes. But On peut partir la vidéo? well, yeah, I can start, and we will wait. So, well, thank you for having me. My name is Anouk. I started Berserk Art Agency back in 2014, so 10 years ago. I started my own agency. I actually named it Berserk because I really thought that would be, that is a name that could be pronounced in any kind of language. I should revise that probably. So, but C'est moi ça. yeah, pardon, Amélie. Maybe a little short history why I actually chose that name, because the word berserk is derived from Nordic languages. They used to have, like the Vikings used to have a berserker. And the berserker was the one they sent into the battlefield as the first one to impress the opponent to cease fire. I thought that was quite interesting because not that I'm here to cease fire, unfortunately, but what I try to do is convince people to collaborate, not to take up the arms. So that's why I chose the name for Berserk Art Agency. Anyway, I started it because back in that day, and also still, what I saw is that in the artistic landscape, there is not so many platforms between the individual and collective art practice and institutions, and then actually what remains usually are the commercial art galleries, taking up quite a lot of space in the landscape. So what I wanted to do is to create a platform that could serve in between and to offer to practices, to organizations, a long-term collaboration, because that is what artist practices often need, is not like a one-stop shop project, but long-term collaborations. So to make sure that we can together ensure growth, both horizontally, vertically, in whatever sense. And so what I do is I start collaborations with either organizations or individual art practices, and I look at what they need. And this could be, just as an art practice, be very, very diverse. Whether it be that an individual art practice needs a first publication, for example, then I go and look for the perfect publisher, a strategy that comes with it, and make it basically happen. But the same or another art practice could have a need for a presentation. Again, I go and look to what is out there, how the practice could benefit from a certain presentation partner, and so on. So it really is a bit of tailor-made what I do. And in the beginning, and that is, I think, is fundamental, and I relate to what you were talking about earlier about your struggle to keep the space. It's a constant struggle in the entire artistic landscape. I decided from the beginning that I didn't want to have what we call bricks and mortar. So I don't have my own gallery space, and that's on purpose, because bricks and mortar really drains a lot of money, a lot of means, and it would also limit me. It would limit my own mobility. It might be much more difficult for me to come here because I would then have to take care of
let's say, a gallery space or whatever. So I decided to not do that because the means and the time that I would save, then I could reinvest again in having a dialogue with art practices. Although it's very tempting because it's tempting to have your own space, because within that space you can tell your own story, of course, especially when you meet a lot of art practices, you want to tell that story, right? Or you want to share it. A second thing that I decided is that I don't want to work for myself within Berserk Art Agency with, I don't want to base it on funding. Not that I don't like funding, on the contrary, I find myself writing a lot of applications lately, but not for my own organization because I want to remain independent, which demands, of course, a different strategy because both decisions actually demand you to think very long term, because it's way harder to connect with people because you're much more invisible, you're much more everywhere and nowhere, and funding, of course, it's an important basis, but again, it comes with some constraints that I don't want. So yeah, I've been doing this for 10 years, and what I like to cherish is that with the agency, I try to set up long-term collaborations, and I think I really want to stress that because I think we all need this time in order to create something that is embedded within structures or within the landscape, and that is allowed time to grow. And well, the presentation has gone by now, but I wanted to show some of the art practices that I work with. I'm also here because I also collaborate with Werktank, production and distribution platform for media arts based in Leuven. And I'm happy that we were able to work with you, Amélie, and also we're showing on the pardon? Studio d'Essai, yes, thank you. We're showing Club Éphémère's work that I'm happy to invite you to discover. So to sum up, what I do with Berserk Art Agency is I create networks, ecosystems in which I exchange artist practices, knowledge and means. Under 3 minutes or no? Ah, c'est parfait, Anouk, c'est parfait. Merci. Comme le temps file ce matin avec tous ces petits trucs-là, puis tous les extraordinaires historiques que vous nous avez partagés, j'aimerais d'abord vous féliciter pour votre leadership. C'est quelque chose qui est très important pour moi, le leadership positif dans le monde. Puis pour moi, vous êtes 3 représentantes de ce leadership-là que j'aimerais voir à tous les jours. Puis je vais vous poser seulement une question. De laquelle vous pourrez aussi discuter entre vous, parce que je pense que c'est important que vous puissiez vous relancer les uns les autres, donc pas besoin de passer à tour de rôle. J'aimerais savoir comment vous pensez, vous contribuez aux créateurs, créatrices, puis à l'art et à la culture en général par vos organisations. Vous en avez parlé un peu, comme Alexis, toi, tu parlais d'établir les artistes dans des endroits fixes, qu'ils n'aient pas à se déplacer, donc ça, c'en est un. Ouais. La pérennité, c'en est un qui est assez c'est clair. Là, je veux dire, on ne re-questionnera jamais la pertinence de pouvoir travailler dans le temps. Là, mais pour rebondir sur ce que tu as dit à propos du network, c'est pas juste moi qui rebondis. Il y a le network dans l'idée de réseau, mais aussi, j'insiste toujours sur le principe de communauté. La force d'une communauté, c'est absolument fantastique. Puis, elle peut avoir beaucoup de formes, cette communauté-là. Donc, c'est une arborescence qui, une fois que c'est lancé, ça engendre des
des espèces de micro-explosions créatives qui sont super intéressantes. Tu sais. Puis je pense que cette approche-là, de travailler en communauté plus qu'en vase clos, c'est quelque chose dont on est très fiers chez nous, aux Ateliers Belleville, mais tu sais, que je vois que tu travailles aussi avec cette idée-là, créer des contextes. Yeah, definitely. I think especially individual artists find it's difficult for individual art practices to connect with institutions, and that's not, I mean, that's not a critique on institutions, but it's just difficult to reach out and to get seen and to find the right people because it demands a lot of time. And as an artist, it's difficult to find this time because it would, refrain you from creating, and B, it's maybe sometimes not the thing that you want to be doing, I really think it's important to create these networks, as I said, where people can circulate in, so that they can just reconnect constantly, and by connecting, it's like, as you said, it's like a branch that you create. So I think it's super necessary to do that, and to help artists to organize themselves, because through organization you get way more leverage, I suppose, and you get heard. Toi, Émile? Oui, ben, ça me rejoint beaucoup ce que vous parlez, ce que vous dites sur les communautés. C'est beaucoup ça qu'on essaie de faire. En fait, à la Charpente, ça a beaucoup été d'offrir des espaces de liberté aux gens et des gens qui ne se reconnaissaient pas nécessairement dans des contextes institutionnels, certaines personnes que oui, certaines personnes que non, mais qui sentaient je crois, là, c'est ce dont les gens témoignent, mais qui sentaient un manque de communauté à certains égards dans le contexte interdisciplinaire, de la Ville de Québec. Donc, moi, c'est très, très local, en fait, comme contexte. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'inviter des compagnies membres qui viennent de toutes sortes de disciplines à participer à la vie de la Charpente, d'ouvrir notre espace le plus souvent possible, de soutenir ces personnes-là, autant au niveau technique qu'au niveau juste leur offrir des lieux. Donc, ça a beaucoup été ça dans les dernières années, puis c'est ça qu'on poursuit comme quête. Là. C'est comme dur d'en témoigner en deux minutes, là, mais ouais, cette idée-là de bâtir une communauté, c'est vraiment ça qui est au cœur de notre réflexion, mais c'est aussi une chose qui est très fragile, puis qui est dure à entretenir, puis qui, avec le temps, on va voir ce que ça va donner, là, mais ce que je perçois, c'est que les gens qui gravitent autour de la Charpente, ça crée un contexte un peu multiforme, à plusieurs têtes, dur à définir, dur à contenir, puis c'est parfait. C'est ça qu'on veut. On veut qu'il y ait du chaos un peu, puis de garder ce chaos-là vivant le plus longtemps possible, et que ce chaos-là peut être générateur de la communauté. C'est un peu ça notre objectif, là, mais le projet prend forme à tous les mois, là, ça change tout le temps. Ouais. Quand on parle de communauté, nécessairement, on parle de politique, on parle de la vie en société. Comment vous vous inscrivez dans vos contextes politiques? Comme, là, toi, tu parles de la Ville de Québec. Ouais. La culture, c'est généralement communautaire. Là. Donc, dans chaque ville, a sa réponse politique, puis sa réponse financière, puis sa réponse d'obstacles, puis aussi de facilitateurs. Quels seraient les vôtres? Qu'on comprenne un peu comment vous vous inscrivez dans vos territoires. Bien, de notre côté, le contexte, on a vraiment expressément essayé d'être dans un autre modèle de financement, ce qui affecte un peu notre posture par rapport aux bailleurs de fonds. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas obtenir du financement pour nos activités. Là, on est dans ces démarches-là, évidemment. Mais dès le départ, on avait comme cette idée-là d'aborder d'un autre angle un peu le financement de notre lieu. Puis ça a créé beaucoup de confusion de la part de plein de gens. Il y a beaucoup de personnes dans des contextes plus institutionnels qui ne comprennent pas ce qu'on fait, qui sont même témoignent d'une certaine frustration de ça, des fois. Donc, on les reçoit, c'est pas grave. Mais notre but, c'est de collaborer le plus possible avec ces personnes-là. On n'est aucunement fermé. Mais je dirais que de par le fait qu'on essaie de créer juste une nouvelle posture face à comment on finance le lieu, ça crée certaines frictions, certaines tensions.
mais je sens pas que les gens sont fermés du tout, mais ça crée quand même un repositionnement là, constant de notre part. Vous autres aussi, vous créez des nouveaux modèles de votre côté, Alexis et Anouk, en quelque sorte. Yeah, I think as I was saying earlier, what I also wanted to do is to give an answer to, as I mentioned earlier before, to commercial art galleries. Nothing wrong with them, but I think at the moment they're taking up quite a big space in the landscape. And it seems as if though, I mean, from the perspective of an art practice, it seems as if though that's like one of the goals you have to go to. And actually, I don't know how it's here, but certainly in Europe, if you're not represented by a gallery, you do not exist. You know, and I think that's quite a harsh observation, or it's something harsh to put on the shoulders of a developing art practice. So I wanted to create something in which art practices can be represented, but not with this, let's call it product-based context. I wanted to create something that allows space and that is not necessarily always looking at the end, but in between, the production, the experimentation, the failure, everything that is in between and that is absolutely necessary to create quality, I believe. So I just wanted to create something that could maybe be an answer, not against, of course, but an answer to that. Et comment, est-ce qu'il y a beaucoup de art agency comme ton projet à toi en Belgique ou en Europe? Est-ce que tu as des compères, est-ce que d'autres modèles existants? Yes, well, there is. It's actually funny because when I started the agency, I basically invented my job. I mean, it's possible you can invent your job and make it work for apparently 10 years. So yeah, you can do it. But there's not so many agencies like mine. I know there's one other agency, Isha Talieu. I suppose a couple of people know her. And we actually started in the same year. We didn't know, but apparently it turned out we both started in 2014. But other than that, no, I don't know a lot of agencies that work like Isha's and mine. Donc, la création de ton emploi aussi, c'est la création de ton territoire, nécessairement. Comment tu pratiques cette agence-là, c'est toi qui l'inventes de toutes pièces? Yes. On aurait le temps pour une question, si vous avez des questions dans le public. Juste une curiosité, est-ce que vous tenez une double comptabilité, c'est-à-dire une comptabilité régulière pour satisfaire aux besoins de pérennité, mais aussi une comptabilité par rapport à l'engagement de vos membres, de votre communauté, de qu'est-ce que ça voudrait dire en termes économiques, parce qu'on est dans un système qui ne parle que ce langage-là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui tenez ce type de comptabilité-là? Oui. Oui, mais c'est une comptabilité mentale, je te dirais. Il n'y a pas de prise de notes, mais c'est une très bonne question parce que ça souligne l'importance d'une part économique qui est basée sur le don et le sacrifice, là, qui est absolument pas négligeable dans ces projets-là. Ben oui. Moi, on a deux budgets, là, essentiellement, là, mais dans le sens... ma posture est un peu particulière. Tu sais, j'engage du monde à travers la charpente, mais de mon côté, je ne le cache pas, je suis largement bénévole depuis 4 ans. J'ai comme pogné ma 8 millième heure cette année. Là, tu sais. Ce qui crée des contextes très, très je sais pas, c'est comme de tension. Là, c'est vraiment comme ça que je le décrirais. Là, on cherche à renverser ça, tu sais, que de permettre à ce que
on soit mieux rémunéré aussi pour notre présence puis pour bâtir le projet. Mais mettons, on a deux facettes à ça. C'est on donne beaucoup d'espace, donc ça, tout est comptabilisé. Donc, quand un organisme vient puis on leur offre des espaces, c'est sous forme de dons. On est capable de voir ce que ça représente. Puis je suis aussi capable de projeter dans un 2-3 ans ce que ça va coûter, ce que ça devrait coûter, donc, c'est comme un levier politique éventuellement pour être capable de dire, écoutez, là, ça a des grosses répercussions humaines, là, le manque de financement. C'est exactement comme tu dis, tu sais, c'est de comptabiliser ça, de noter tout ça. Ça permet d'aller voir les financeurs après puis de leur dire, regardez ce que ça a coûté réellement comparé à ce qu'on coûte en ce moment. Tu sais, ça permet de montrer les deux réalités, tu sais, ce qui est officiel puis ce qui est vrai, en fait. Là. Ouais. Fait que c'est super important de faire ça. Ouais. Mais on a décidé de le faire dès le départ pour avoir des fondations solides là, pour C'est ça. faire grossir l'organisme. Là. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est au cœur vraiment de nos réflexions. Puis aussi, on fait beaucoup de... Nous, on n'a pas le choix de faire des projets pour financer l'espace. Là. Donc, c'est un contexte financier qui est particulier où, tu sais, mettons, là, il y a 2 étés, on a fait un projet dans tous les camps de jour de la Ville de Québec. Personne ne sait ça ici. Hein? Mais on est allé rencontrer 2000 jeunes. On a fait un radiothéâtre avec eux. C'était super. Mais c'était pour financer beaucoup de notre équipement de son. T'sais. Donc, on a été obligé de... C'était pas de détourner un projet. On a eu du plaisir à le faire, à le bâtir. C'était vraiment, vraiment agréable et ça a posé des questions très structurantes sur notre organisme. Mais ça fait aussi qu'on est toujours obligé de passer par un autre chemin pour le financer. Ce qui nous oblige, donc, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est un peu c'est pas tant par choix qu'on a décidé de faire un autre modèle financier ou d'aborder ça autrement. C'est plus par nécessité de survivre. Mais le constat qu'on a un peu en reculant, c'est il y a quand même des avantages d'avoir cette posture-là. En ce moment, il y a beaucoup de désavantages aussi. Donc, c'est de trouver dans le temps un équilibre entre les deux, I guess. Ouais. Tu aurais quelque chose à ajouter, Anouk? Did I understand it well on what I give back I mean, that was your question, sorry. Yeah. Okay, yeah. Mm-hmm. Good question. Well, what I try to do, if I understand your question well, is creating time. And time is so valuable because we have so little of it. And because when you were talking about funding bodies, it is something very difficult to create within a funding even itself, you know, to demand for time that is being financed without necessarily a well-defined outcome, which is almost always expected, and which I don't think has to be the mission all the time. And what I try to do with the artists that I work with is to create this space of time, and I can do that for the reasons I said earlier, because I'm not investing in space. If that answers a bit your question. Thank you. C'est tout le temps qu'on avait. Donc, je suis désolée, ça se termine toujours un peu trop vite, mais en même temps, ça ouvre des portes, c'est vraiment intéressant, puis ça donne l'occasion, quand on est à la pause, de continuer les conversations. Donc, j'aimerais te remercier, Émile, Alexis, Anouk, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On prend une pause de 10 minutes et on revient.